Quatrième partie. Analyse de l'incidence de la longueur des pales et de la hauteur de la tour. Dans les parties précédentes de la vidéo, j'ai examiné la faisabilité financière d'un parc éolien utilisant un certain type de turbine et situé à un emplacement où il y a beaucoup de vent. La turbine choisie était appropriée pour un endroit très venteux. Voyons désormais quel serait le rendement de la même turbine si elle était utilisée à un endroit où les vents sont modérés. Je retournerai à l'Atlas mondial des vents et j'examinerai notre emplacement actuel près de Saint-Lawrence, Terre-Neuve. À 100 mètres au-dessus du sol, la vitesse du vent est d'environ 9 mètres par seconde, sinon plus. Maintenant, penchons-nous sur la densité de puissance. En dessinant un rectangle d'environ 100 km², je constate que les endroits les plus venteux dans la région présentent une densité de puissance du vent d'environ 840 watts par mètre carré à la même hauteur. Si j'effectue un zoom arrière, je remarque immédiatement que Terre-Neuve comporte plus d'orange et de rouge que la plupart des autres parties du monde, ce qui signifie qu'il y vente beaucoup. Comparativement, presque toute l'Amérique du Sud est en bleu, ce qui indique qu'on y trouve moins de ressources éoliennes, mais quelques endroits semblent malgré tout prometteurs. Par exemple, certaines régions de l'État Rio Grande do Norte au Brésil présentent une densité de puissance du vent plus élevée. En examinant une région près de la côte, je découvre que la vitesse moyenne du vent à certains endroits est d'environ 8 mètres par seconde, ce qui n'est que 12% inférieur à la vitesse du vent à Saint-Lawrence. Cependant, souvenez-vous que la puissance du vent varie en fonction du cube de sa vitesse. La densité de puissance du vent, ou la puissance disponible dans une zone d'1 mètre carré du plan du rotor de la turbine, est d'environ 430 watts par mètre carré, soit presque 50% inférieure à celle de 840 watts par mètre carré disponible à Saint-Lawrence. De retour dans RedScreen, à la page Lieux, je clique sur « Choisir le lieu des données climatiques ». En naviguant vers le nord-est du Brésil, je glisse la punaise de lieu vers mon site. RedScreen sélectionne Natal comme endroit le plus près pour lequel des données climatiques sont disponibles. Je clique sur « Coller les données » pour accepter ce choix. En examinant les données climatiques relatives à cet emplacement, je remarque quelques différences par rapport à Terre-Neuve. Premièrement, selon RedScreen, la vitesse moyenne annuelle du vent à 10 mètres du sol est de 4,3 mètres par seconde, ce qui est nettement inférieur à la vitesse de 6,5 mètres par seconde mesurée à Saint-Lawrence. Deuxièmement, les températures moyennes de l'air à cet endroit sont environ 20 degrés Celsius plus chaudes que celles à Saint-Lawrence. Troisièmement, la pression atmosphérique est légèrement plus basse que celle à Saint-Lawrence. Quelques questions viennent à l'esprit. Comment l'air chaud et moins dense à cet endroit influencera-t-il la production de la turbine? Et comment l'estimation de la vitesse du vent à 10 mètres de RedScreen se compare-t-elle à une vitesse de 8 mètres par seconde à 100 mètres, comme indiqué par l'Atlas mondial des vents? Voyons voir. À la page Énergie, je copie les valeurs de la colonne présentant les données climatiques dans les cellules de saisie. Au bas de la page Énergie, le coefficient de température révèle l'incidence de l'air chaud et moins dense. Pour Saint-Lawrence, celui-ci était de 1,035. À ce nouvel emplacement, il est de 0,961. Il s'agit d'un ajustement à la baisse de plus de 7% de la production du parc éolien comparativement à Saint-Lawrence. Si je change temporairement la hauteur du moyeu à 100 mètres, je constate que la vitesse de 4,3 mètres par seconde à 10 mètres ne passe qu'à 5,9 mètres par seconde à 100 mètres, ce qui est nettement inférieur à la vitesse de près de 8 mètres par seconde tirée de l'Atlas mondial des vents. Ainsi, bien que la mesure de la vitesse du vent fournie par la base de données climatique de RedScreen puisse parfois offrir une estimation utile pour un parc éolien, comme à Saint-Lawrence, il arrive souvent que ce ne soit pas le cas. Il est essentiel d'obtenir des données précises et de haute résolution près de la hauteur du moyeu.
Maintenant, je présenterai une méthode légèrement différente pour préciser la ressource éolienne. Je vais utiliser la densité de puissance du vent plutôt que la vitesse du vent de l'Atlas mondial des vents. Je sélectionne densité de puissance du vent comme méthode d'évaluation de la ressource. Ensuite, dans la cellule relative à la densité de puissance du vent, j'entre 430 watts par mètre carré. En laissant toutes les autres hypothèses telles quelles, j'obtiens un facteur d'utilisation de 24 %. Ce pourcentage est nettement inférieur à celui de St. Lawrence qui était de 40 %. Il serait difficile d'établir un projet rentable avec un facteur d'utilisation aussi faible. En fait, en ne changeant rien au coût, je pourrais utiliser le tableau de bord pour déterminer le prix par kilowattheure qui devrait être payé au projet afin de le rendre rentable. À la page énergie, je modifie le prix de l'électricité exportée jusqu'à ce que le taux de rendement interne avant impôt sur les capitaux propres soit égal au taux d'actualisation de 9 % et que la valeur actualisée nette soit donc de 0. Je découvre que le projet ne sera rentable que si l'électricité est vendue à un prix de 9,5 cents canadiens par kilowattheure. Heureusement, l'industrie éolienne a grandement amélioré le rendement des éoliennes dans les milieux où les vents sont faibles ou modérés. La première tactique consiste à utiliser des pales de rotor plus longues ou une génératrice plus petite selon la taille d'un rotor donné. La deuxième consiste à utiliser des tours plus hautes. Peu importe la puissance nominale de la génératrice, la puissance d'entrée de la turbine dépend de la surface balayée de son rotor. Si la ressource éolienne est faible, de longues pales permettront d'augmenter la puissance d'entrée ainsi que le facteur d'utilisation, en supposant qu'on garde la même génératrice. Dans la base de données de produits de RedScreen, je constate qu'il existe une version de 1,8 MW de la turbine V90. Elle est également dotée d'un rotor de 90 mètres. Avec une puissance nominale inférieure, mais la même puissance d'entrée, le facteur d'utilisation devrait augmenter. Je sélectionnerai la version dotée d'une tour de 95 mètres. Celle-ci est un peu plus haute que l'éolienne que nous avions choisie jusqu'à maintenant, mais afin de comparer des pommes avec des pommes, je modifierai la hauteur du moyeu à 90 mètres. Le facteur d'utilisation est désormais de 32 %, ce qui est beaucoup mieux. Par contre, tous les coûts fixes liés à ce parc éolien sont restés sensiblement les mêmes, mais la puissance installée a chuté à 50 MW. À la page Finances, le résultat a été favorable car le TRI est passé de 9 % à 14 %. Est-ce que vous vous souvenez que nous avons démontré que la vitesse du vent augmente généralement en hauteur? Par conséquent, si nous pouvions trouver une version de cette turbine dotée d'une tour plus élevée, nous pourrions également améliorer le facteur d'utilisation. Si je saisis 120 mètres comme hauteur de moyeu, le facteur d'utilisation augmente à 34 %. Ce résultat est associé à un coefficient de cisaillement du vent de 0,14. Si le coefficient de cisaillement du vent était de 0,25, le facteur d'utilisation serait de 35 % étant donné que la vitesse du vent augmente de beaucoup en fonction d'une hauteur accrue donnée. Serait-il raisonnable d'entrer 0,25 comme coefficient de cisaillement du vent? Après tout, notre projet a une meilleure mine ainsi. Malheureusement, nous ne sommes pas libres de définir comme nous le voulons cette donnée. Notre choix doit refléter la rugosité du terrain. À une hauteur donnée au-dessus du sol, la rugosité du terrain ralentit le vent, ce qui augmente le cisaillement du vent. Cependant, ce ralentissement nuit également à la mesure de la vitesse du vent. Par conséquent, si notre terrain est irrégulier, il y a moins de chances que nous ayons trouvé une vitesse de vent élevée. La vitesse du vent à notre emplacement est peut-être élevée parce que la rugosité est faible. L'Atlas mondial des vents donne des renseignements relatifs à la rugosité. Comme soupçonné, la rugosité du terrain de la région que j'ai choisie, en raison de la vitesse élevée de ces vents, est très faible, ce qui indique que la couverture du sol ne ralentit pas beaucoup le vent, sauf lorsque la vitesse du vent est mesurée très près du sol. Par conséquent, nous ferions mieux de garder un coefficient de cisaillement du vent faible, comme celui de 0,14 que nous utilisions au départ.
Maintenant, notre TRI est presque à 17 % si le projet reçoit 9,5 cents par kilowattheure. En utilisant le tableau de bord, je peux vous montrer que le projet pourrait atteindre le seuil de rentabilité en établissant le prix de l'électricité autour de 7,8 cents canadiens par kilowattheure. Bien entendu, plus les tours sont hautes, plus elles coûtent cher, ce qui n'a pas été reflété dans l'analyse. Cependant, j'ai aussi utilisé une chaîne dynamique et une génératrice beaucoup plus petite, ce qui peut réduire mes coûts. Dans le monde réel, il faudrait peaufiner notre analyse en utilisant des données de coûts réels. Avant de faire part de mon analyse à qui que ce soit, il serait bon de faire un peu de ménage. Je commencerai par changer le nom de mon projet par Parc éolien de 50 MW afin de refléter la capacité actualisée du projet. De plus, j'éliminerai les 4 versions du projet générées par l'analyseur d'énergie virtuelle que j'ai ignoré. Bien qu'elles aient été désélectionnées dans le tableau « Inclure le système » et qu'elles ne nuisent donc aucunement à mon analyse, elles peuvent créer une certaine confusion. Je peux les supprimer en cliquant sur elles avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant « Supprimer ». C'est ce qui conclut la vidéo sur la façon d'analyser des projets d'énergie éolienne raccordés au réseau à l'aide de RedScreen Expert. Si la vidéo vous a été utile, peut-être voudrez-vous visionner d'autres vidéos sur RedScreen Expert que vous trouverez en cliquant sur l'icône d'apprentissage virtuel à droite dans l'écran d'accueil accessible sous l'onglet « Fichier ».